Retour en plateau pour discuter de ces sujets. On démarre justement par les législatives de 2023, la Commission électorale nationale autonome et l'ANIP qui s'activent sur le terrain. On sait désormais que les législatives 2023 sont fixées au 8 janvier de la même année. La Cour constitutionnelle du Bénin a d'ailleurs rendu une décision relative la semaine écoulée. Julio Tometti, déjà, quand on regarde ces deux structures, justement, qui entrent dans le cadre des préparatifs de ces législatives, est-ce qu'on peut dire que tout se met en place pour que véritablement nous allons à ces élections et que chaque structure est en train de jouer son rôle? Oui, comme cela se doit et tel que la prescrit la disposition législative, notamment la Constitution et plus précisément le Code électoral, l'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes, est l'institution habilitée désormais à produire la liste électorale informatisée. Dirons-nous à produire, non, à extraire plutôt, d'accord, la liste électorale informatisée de la base de données issue du recensement administratif à vocation d'identification des personnes qui a été réalisé et qui continue d'être réalisé. Donc, l'ANIP mettra donc à disposition de la Sénat la liste électorale qui permettra d'aller aux élections. Parce qu'il vous souvienne que l'EPI est déjà à sa phase, comment dire, à sa phase d'achèvement ou d'aspiration, si l'on peut le dire, depuis 2021. Donc, nous expérimentons donc une autre forme de liste électorale. Il y a peut-être à attendre que le législateur réfléchisse autrement. Parce que, bon... On parle de la LEI désormais. De la liste électorale informatisée. Oui. Donc, c'est un peu plus technique que politique, comme nous avons l'habitude d'observer avec la LEPI. La Sénat, à son tour, jouera son rôle, d'accord, pour que les élections se tiennent à bonne date, comme l'a réaffirmé la Cour constitutionnelle le 24 février dernier dans sa décision lorsqu'elle a été saisie par la Sénat au fin de clarifier certaines dispositions de la Constitution, notamment relatives aux élections. Donc, nous sommes certains maintenant que les élections législatives tendant à mettre en place la 9e législature tiendra véritablement le 8 janvier 2023. Donc, les électeurs seront appelés aux urnes pour élire la 9e mandature de l'Assemblée nationale. Donc, il est à souhaiter simplement que chaque acteur, chaque institution continue de jouer son rôle comme cela se doit pour que ça se tienne à bonne date et dans de très belles conditions. Claude Azalou-Tingbe, on sait que la prochaine législature sera composée de 109 membres. Ce sera une première dans notre pays déjà. Par rapport à tout ce que font ces deux structures, puisqu'on sait que c'est désormais une véritable course contre la montre. Nous sommes à pratiquement 10 mois de cette échéance électorale. Une première analyse sur les actions de ces deux structures. Oui, merci beaucoup. Déjà, on va dire que ces deux structures sont en quelque sorte à leur première expérience. On va le dire comme ça, surtout l'ANIP, qui va pour une première fois en réalité rentrer dans le jeu électoral. Et au niveau aussi de la Sénat, nous avons constaté quand même qu'il y a eu certaines réformes. On parle aujourd'hui maintenant de conseil électoral, avec tous ces membres administratifs, le DGE et tous ses collaborateurs qui sont déjà même connus. En tout cas, les résultats ont été publiés aujourd'hui. Je pense qu'avec cette nouvelle équipe, les choses iront beaucoup plus vite. Et surtout qu'aujourd'hui, ils n'ont que 10 mois en réalité pour faire beaucoup d'activités. Et la tâche n'est pas du tout facile parce que entre l'extraction du fichier de la liste électorale informatisée et la remise à la Sénat, il y a assez en fait d'activités à faire. Le traitement des données, les travaux d'appurement, de radiation, la présentation de la liste provisoire pour ceux qui doivent voter. Il y a tellement en fait de choses à faire que ils sont obligés en réalité d'être assez dynamiques et très dynamiques pour pouvoir remettre à la Sénat au plus tard 2 mois avant en réalité les listes, y compris même tout ce qui est
bulletins de vote pour les votants, bulletins de vote pour les partis politiques et tout. Je pense que l'équipe en place, avec la nouvelle dynamique que le chef de l'État, Patrice Talon, a imprimée depuis 2016, ils peuvent relever ces défis. Il faut le dire, ce sont réellement des défis et je pense qu'ils sont capables quand même de le faire. Tout à fait. Théodule, on sait que désormais la mise en place du fichier électoral relève de la compétence de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP. Il faudrait que les populations également, puisqu'on doit identifier les populations en âge de voter, celles qui sont quand même éligibles à cela, les populations à ce niveau ont quand même un rôle à jouer pour que, au dernier moment, on ne dise pas qu'on a laissé des personnes en rade, qu'il y a des personnes qui ont le droit de vote, qui auraient pu l'exprimer, mais qui ne l'ont pas. Est-ce que un travail peut être fait au-delà de ce que font déjà l'ANIP et la Sénat pour que les populations qui sont quand même concernées sortent, s'inscrivent et qu'on fasse normalement l'appuyement du fichier électoral avant l'échéance fixée? Je crois que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, Dr Claude Azalou et Julio, c'est un grand défi pour l'ANIP et l'ANIP en est conscient. D'abord, si je m'en tiens à la question que vous m'avez posée, l'ANIP en est très bien conscient. C'est un travail purement technique qui se fait aujourd'hui, depuis lors d'ailleurs. Vous allez constater que au fil du temps, l'ANIP travaille à ce que les revendications qu'il y a d'abord, sinon par rapport au RAVIP même, tout ce qu'il y a comme problème, les noms écorchés, les noms mal écrits, etc. L'ANIP travaillait déjà à cela avant que la décision du gouvernement de le confier désormais la réalisation de cette LEPI, qui relève d'ailleurs de sa compétence, puisque c'est eux, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ANIP qui a réalisé d'ailleurs ce RAVIP. Et donc, c'est un travail qui se faisait. Et moi, je ne doute pas, j'ai le même sentiment que mes débatteurs sur le plateau. Le travail sera fait à temps. Vous allez constater que c'est pour véritablement permettre à tous les Béninois de s'inscrire pour qu'on ait des Béninois à un âge de voter, ceux qui ont 18 ans le jour des élections, qu'une nouvelle, je dirais, forme de RAVIP sera lancé bientôt pour ceux qui ont été laissés en rade, pour qu'ils se retrouvent sur la liste, pour que tout le monde se sente concerné. Et donc, moi, à part le travail que fera l'ANIP en son temps, peut-être la sensibilisation, je crois qu'il y a un gros travail qui revient aux collectivités, je dirais, locales. Je vais parler des chefs d'arrondissement, des chefs de quartier, les autorités locales et municipales. Ils ont un gros travail à faire de sensibilisation parce que là, ce n'est plus une question de je suis de tel parti, ce n'est plus une question de je suis de tel bord. Non, c'est une question de légitimité, d'identité qui doit vous permettre de vous sentir béninois, d'aller voter pour qui seront désormais vos responsables à divers niveaux. Si nous restons dans le cadre des législatives. Et donc, c'est ce travail qui sera lancé, qui viendra certainement combler le reste de ce qui était fait pour pouvoir faire le point avant la date fatidique où on aura à remettre la LEI donc à la Sénat. Je crois que c'est un travail et d'ores et déjà, il y a beaucoup de choses qui se font en coulisses. Peut-être, et quand même pas beaucoup. Oui, on vient de dire que la Sénat et l'ANIP ont le gros du travail à faire. Je l'ai dit tantôt en début d'émission. Et nous allons peut-être assister d'ici 2 semaines à une nouvelle forme, c'est-à-dire une évolution dans le travail qui nous sera présenté pour ce que le public peut entendre, peut écouter, peut avoir comme information. C'est évident. C'est dire donc que ça sera vraiment fait. Et nous devons, nous aussi, à notre niveau, parce que certainement nous avons des parents autour de nous qui n'ont pas pu faire le RAVIP, puisque aujourd'hui, quand même c'est à 500 francs. Et peut-être à 500 francs au niveau de l'ANIP, si vous devez avoir votre avis, c'est à 500 francs. Maintenant, est-ce que l'ANIP va le faire de façon gratuite comme si c'était le cas au début? On n'en sait rien pour le moment. Même si c'est à 500 francs, nous avons ce devoir-là de sensibiliser les nôtres autour de nous, les invités, nos parents qui n'ont pas pu le faire. Puisque tout part aujourd'hui du RAVIP, vous ne pouvez faire aucune pièce
légal sans le votre RAVIP. Et donc, c'est une pièce très importante. Je crois que, autant que nous sommes, que ce soit chef de famille, que ce soit chef de quartier, conseiller et tout, nous tous, nous avons ce devoir-là de commencer déjà, dès maintenant, la sensibilisation. Les partis politiques également ont ce devoir-là de sensibiliser la population, les leurs sympathisants, et tout, pour que tout le monde aille se faire inscrire sur le RAVIP, pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour qu'on n'en vienne pas à dire qu'il y en a qui n'ont pas été pris en compte, parce que depuis fort longtemps, il y a assez de communications autour, il y en aura davantage les jours à venir. Je crois que nous devons tous travailler dans ce sens pour que tout se passe bien de toutes les façons. Tout à fait. C'est vrai que la liste électorale informatisée, Dr Claude Azalou-Tingbe, sera remise à la Sénat 2 mois avant les législatives. C'est ce que prévoit la loi. On sait aussi qu'entre-temps, l'ANIP doit quand même procéder à l'affichage de la liste par centre de vote avec des délais bien précis afin de s'assurer une LEI fiable avec la photo des électeurs. On sait que par le passé, il y a eu ce problème aussi où certaines personnes vivant dans une localité A ont retrouvé leur nom inscrit dans une localité Y, des prénoms qui ont été mal écrits ou des lettres qui n'ont pas été bien formées, un A mis à la place d'un Z, ce n'est plus vous-même, c'est une autre personne carrément. Des mois de naissance qui ont été erronés, si je puis ainsi m'exprimer. Alors, ceci mis dans cela, la Cour compte la montre avec maximum 10 mois de travaux incessants. C'est vrai que l'optimisme, il est là, mais on peut se poser la question de savoir si le délai n'est pas court pour ces deux institutions. Ok, merci beaucoup. Je pense que d'abord, ce qui va se faire, c'est le réel cœur de la démocratie et de la démocratie participative. C'est vrai, la plupart aujourd'hui, les pays ne font pas de la démocratie directe, mais les élections législatives permettent en fait de pallier cette absence de démocratie directe. Donc, d'où l'intérêt en fait pour tous les citoyens de participer activement, en tout cas ceux qui ont au moins 18 ans de participer. Alors, quand il y a ces irrégularités qu'on a eu à constater dans le passé, c'est-à-dire tout ce que vous avez cité, oui, ça rend illégitime en fait chaque citoyen qui se retrouve dans cette circonstance. D'où aujourd'hui ces deux institutions, et surtout ceux qui ont été choisis récemment, ceux qui ont été publiés aujourd'hui comme choisis, doivent nécessairement y veiller. C'est vrai que le temps, les 10 mois semblent un peu courts, oui, par rapport en fait à ce à quoi on avait l'habitude d'assister, mais je pense que tout est une question d'organisation. Et déjà même la constitution du RAVIP, enfin la constitution même du fichier, donne une certaine facilité en réalité. Donc en fait c'est ça que le RAVIP vient corriger par rapport aux anciens systèmes du passé. Et donc a priori, il y a déjà une certaine facilitation dans l'exactitude, dans l'efficience du travail et de l'affichage des noms. Et je pense que le reste sera maintenant au niveau de chaque élite qui a été placée enfin, suivant chaque poste. Ouais. C'est à chacun maintenant en réalité de planifier. Tout est une question d'organisation. Et je pense qu'avec une bonne organisation, il peut relever le défi en 10 mois et se féliciter après janvier 2023 d'avoir surmonté l'insurmontable, si je peux le dire ainsi. D'accord. Il y a, Julio Tometti, un autre maillon non négligeable de cette chaîne, c'est bien sûr la Direction générale des élections, dont nous connaissons depuis quelques heures quand même le titulaire. Il faut dire que selon le code électoral, la Direction générale des élections est investie de la lourde mission d'assurer la préparation et l'organisation des opérations électorales et référendaire au Bénin. Elle est chargée aussi de la gestion de l'administration de la Sénat, dont elle est l'ordonnateur du budget. Là aussi, par le passé, on sait que dans un passé pas très loin de nous, il y a eu des élections pour lesquelles on dit il n'y a pas de ressources, on n'a pas vite ordonné, il y a eu ci, il y a eu ça. Aujourd'hui, on connaît clairement le DGE, il est recruté, on connaît ses missions et ses attributions. Ça doit pouvoir aller vite de ce côté aussi. Oui, ça doit pouvoir aller vite. Avant d'aller là, je voudrais
préciser un élément que Théodore a évoqué tout à l'heure. Ouais. Il faut dire, l'opération, il y a, depuis quelques jours, l'ANIP a commencé par annoncer une autre opération de ratissage complémentaire de ceux qui n'avaient pas été enrôlés, et ce serait dans toutes les communes, dans tous les arrondissements sur le territoire national, pour permettre à tout le monde, ceux qui ne l'avaient pas fait, d'aller souscrire à cette obligation. Je pense ici, étant donné que l'outil d'état civil est devenu également un outil électoral, les partis politiques, vous les verrez maintenant, ils joueront convenablement leur rôle pour amener les populations, leurs militants, à aller se faire enrôler. Donc, c'est la bonne nouvelle dans cette affaire-là. Parce qu'il y a une question d'intérêt en jeu. Ouais. Avec la direction des gérants des élections, je pense le constituant, à travers, avec le code électoral, l'a institué ainsi pour aboutir à plus d'efficacité. Il faut dire que la Sénat aujourd'hui, il y a un organe politique qui est le Conseil électoral, d'accord, et l'organe technique qui est la Direction générale des élections. Et on ne peut pas faire tout ça, d'accord, sans mettre en place le mécanisme qui permet d'éviter en fait les lourdeurs administratives, les obstacles possibles. Je pense que l'exécutif dans son ensemble jouera convenablement son rôle pour que les moyens parviennent à cela le plus tôt que possible. Donc, tant que le besoin y est, je ne pense pas que le problème puisse se poser à ce niveau-là. Donc, la Direction générale des élections, quand moi j'ai vu un peu aussi le contenu, je ne voudrais pas appeler leur nom, mais quand je vois quelques postes et ceux qu'on y a mis, c'est des gens qui véritablement ont l'esprit de la chose. Je vois par exemple le chargé de logistique, Monsieur Ruffin par exemple, qui est véritablement un ancien technicien de la maison. Il est passé par presque tous les wards, donc on a l'assurance que vraiment un travail technique et fiable sera fait dans ce sens. L'autre chose qu'il faut observer, c'est le processus ne sera forcément jalonné, d'accord, de tumultes, de rumeurs, d'alerte. Il faut la solliciter des acteurs politiques, que l'on soit le plus ouvert que possible pour écouter les autres, pour voir dans quelle mesure, ensemble, s'il y a des failles, corriger pour pouvoir vite évoluer. Moi, mon vœu, c'est que ces élections se déroulent sans du tout d'incident et dans une cohésion parfaite pour que, en fait, la fête électorale en janvier 2023 soit. Donc, parce que, on l'a dit tantôt, puisque je ne sais pas encore comment tout ça va se passer, mais quand vous prenez par exemple le travail que fait l'ANIF, où vous êtes référencé par rapport à un lieu, par rapport à une adresse, et vous le voyez même sur les actes de naissance qui sont produits, est-ce que l'ANIP va reproduire ça? Comment se fera peut-être les mutations? Les mutations, moi je suis dans telle zone, j'étais dans telle zone il y a cela 1 ou 2 ans quand j'ai été enrôlé, maintenant je suis ailleurs, comment faire pour que les électeurs ne soient pas amenés à ce qu'on leur demande, non, vous serez obligés de repartir à vos lieux habituels. Donc, tout cela, je pense, ça soit géré en toute intelligence, d'accord, avec les différentes parties prenantes, pour que véritablement, ça soit véritablement comme une fête. Et pour le faire, comme je l'ai dit tantôt, il faut vraiment que les uns et les autres soient disposés à s'écouter, à se comprendre, et faire les choses comme cela se doit. Théodule, sur la même question. Oui, je crois que c'est d'ailleurs le bon bout que Julio a tiré là, parce que c'est une question de volonté politique, et la volonté politique y est là maintenant, puisque tout est mis en marche, les dispositions sont prises, il reste à donner les moyens, et là sur ce plan, il n'y a pas de doute, les structures concernées auront les moyens. Moi je sais que depuis fort longtemps, il y a un travail de fond qui se faisait au niveau surtout de l'ANIP. L'ANIP qui comprend un peu la situation, l'évolution un peu, les problèmes qu'il y a sur le terrain. Et aujourd'hui, oui, le Conseil électoral, l'autre volet technique de l'organisation des élections, et puis la partie technique, la direction des élections, je crois que c'est à dessein que ça a été fait. D'abord, c'est un appel à candidature, les gens ont postulé, et puis le poids de l'expérience a pesé
pour le compte de beaucoup de personnes, pour qu'on n'ait plus à assister à tout ce dont on avait assisté les Sénats passés, sinon Les gens qui viennent à l'apprentissage, des choses électorales carrément. Aujourd'hui, c'est vraiment des techniciens bien expérimentés qui sont là aujourd'hui, et le travail sera fait de toutes les façons. Il va falloir que les autres partis qui doivent accompagner ces deux structures, je veux parler de nos populations, je veux parler de partis politiques, je veux parler d'organisations, je veux parler d'ONG, la société civile, tout ce monde doivent aujourd'hui se mettre dans la danse et ne pas dire que c'est l'affaire de l'exécutif, c'est l'affaire des partis politiques. Il s'agit des élections et ce sont les représentants des peuples, bien du peuple, que nous voulons choisir désormais pour que cela soit fait. Je crois que c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde et je n'en doute pas. Heureusement, on aura le temps, on aura à vivre une Sénat beaucoup plus structurée, bien travaillée, qui nous donnera de bons résultats pour que les partis politiques, tout le monde se sente concerné et que peut-être dans l'ensemble, personne ne se sentira oublié ou qu'on ne vienne pas dire on ne veut pas que nous allions à l'élection, on nous a sortis du jeu, exprès, etc. Je crois que c'est une lutte collective. Nous allons inviter les partis politiques et inviter tout le monde à véritablement faire de cette élection une fête digne de ce nom comme on en avait l'habitude. Une fête dont on avait l'habitude, pas dans les mêmes contextes. Ça, c'est vrai. Une fête, ça dépend de l'environnement, du contenu qu'on y met. Et ça devient une très belle fête. Nous voulons vivre une très belle fête pour qu'il n'y ait plus de problème. C'est ça, ce que le Béninois veut aujourd'hui, de toute façon. C'est exact. C'est ce que le Béninois veut, oui. Les représentants qui sont aussi déterminants dans une certaine proportion pour le choix du prochain président de la République en 2026. Tout se joue là, apparemment. Tout se joue là, maintenant. Oui. C'est pour ça que je disais que c'est le cœur, en réalité, de la démocratie. Tout se joue là. Tous les partis politiques qui sont en règle doivent maintenant rentrer réellement dans le jeu. S'ils ne rentrent pas dans le jeu, c'est fini. C'est fini. Faut pas qu'ils accusent après. L'autre question qu'on se pose, oui. est-ce que ces partis politiques seront peut-être en droit ou bien excusables? Est-ce qu'ils seront en train de vouloir dire encore que nous sommes exclus, on ne veut pas qu'on, c'est là la grande question aujourd'hui. Je ne pense plus qu'il y aura plus. Ce n'est plus sûr qu'on est cela. D'accord. Cette année. C'est vrai que le directeur général des élections est connu. Il devra quand même, d'ici les prochaines heures ou les prochains jours, dévoiler son calendrier, puisque sa mission, elle est assez grande. On dit par ailleurs que la direction générale des élections est chargée de la formation des agents électoraux, de la vulgarisation du code et des tests électoraux, de l'acquisition et le déploiement du matériel électoral, la répartition du matériel électoral dans les centres de vote, ainsi que la réception et la transmission au conseil électoral des dossiers de candidature. Elle assure également la réception et la transmission des demandes de participation à la campagne référendaire, la compilation des résultats certifiés provenant des arrondissements et de beaucoup d'autres choses. On sait que sur ce volet, il y a quand même de grosses attributions. Et peut-être dévoiler un calendrier de travail nous permettra quand même d'avoir une idée de sa feuille de route d'ici les prochains jours, Dr Claude Azaloutine. Oui, bien sûr. C'est très sûr qu'on aura un calendrier. Il y a M. Tometti qui disait tout à l'heure que il y a des fois, dans le passé, peut-être que j'avais fait mon RAVIP il y a 2 ans et que j'ai quitté mon quartier et tout. Ouais. C'est sûr que dans le calendrier qui sera dévoilé, moi je suis très sûr qu'il y aura un calendrier parce que la DGE est une institution fortement technique et ceux qui sont là sont des gens expérimentés. Donc, il y aura nécessairement un calendrier que le directeur va nous présenter d'ici quelques jours. Et ensuite, suivant ce calendrier, il y aura une partie où la population devra confirmer, certainement confirmer leur lieu de vote. Donc je pense que c'est à ce niveau que chaque citoyen devra jouer sa partition. Et donc je profite de l'occasion pour demander aussi à nos populations de veiller réellement, de veiller et de suivre cet agenda qui sera certainement donné d'ici les prochains jours pour qu'après, on ne dit pas,
pour qu'après qu'on ne dise pas que voilà, je me suis inscrit ici, j'ai retrouvé mon nom ici, etc. Donc, la population aussi a ce rôle citoyen réellement à jouer pour que nous n'assistons pas après à quelques irrégularités. Donc, je pense que les responsabilités sont partagées. La DGE va faire son travail. Il faudrait que la population aussi fasse le sien. C'est ça. Il faut que chacun essaie de faire son travail pour que nous puissions quand même avoir des élections paisibles comme d'habitude. Et que, nous en avons de plus paisibles, de plus festives. Et voilà, et qu'il y ait moins de mécontentement à l'arrivée. Oui, voilà. Pour ne pas en tout cas, utiliser les mêmes expressions inclusives. Déjà, qu'on sait que les élections sont inclusives, faudrait pas que les gens choisissent de se mettre à l'écart pour perturber la tranquillité un peu des choses, perturber l'ordre des choses. C'est ça que nous devons éviter. Surtout que le contexte sécurité et le contexte sécuritaire actuel ne s'y prête du tout pas. Donc, il faudrait tout faire aujourd'hui pour que tout soit stable et réglo. Et chaque acteur doit le faire. D'abord, les élites de la classe politique, les élites de la classe de la société civile, les populations, les observateurs qui viendront plus tard. Chacun doit réellement assurer de manière parfaite et efficiente son rôle pour qu'après janvier 2023, que nous puissions dire tous ensemble, oui, le Bénin relève toujours le défi, oui, là où on attend le Bénin, en réalité, le Bénin surprend et fait mieux. C'est ça. En tout cas, nous l'espérons. On va faire maintenant, si vous le permettez, un tour au niveau de la Fédération béninoise de football, où les lignes bougent, de grands changements sont en vue de ce côté-là. Changements notamment par rapport à la dénomination écureuil, changement également puisqu'on sait que le contrat de l'ex-sélectionneur désormais Michel Dussuet est arrivé à expiration. Cela n'a pas été renouvelé. Les tractations sont en cours pour voir qui pourrait lui succéder. À la reprise du championnat national de football également sont entre autres sujets au menu de cette session des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Et déjà, on va y aller palier par palier, si vous le voulez, Julio Tometti. On est pratiquement à 80-90% sûr que désormais, l'appellation écureuil fera partie du passé, puisque l'appellation Ratel, je suis sûr, beaucoup plus relayée sur les réseaux et bien d'autres. C'est ça qui sera retenu au niveau du comité en attendant justement toute officialisation. Quel est déjà votre regard sur le changement de dénomination de la sélection nationale de football? Changement de dénomination, personnellement, je n'en vois pas l'opportunité. Parce que je me questionne, je dis quel a été le diagnostic? En quoi le nom écureuil a-t-il jamais joué? Est-ce que les problèmes ne sont pas ailleurs? Avec le nom écureuil, nous avons été à la CAN, nous avons été jusqu'au quart de finale, qu'ils vous souviennent. Ce sont le même nom écureuil. Et donc, il y a des nations africaines qui n'ont jamais atteint ce niveau dans la compétition. Je ne voudrais pas les citer. Et donc, pour moi, quand nous voyons ce que nous produisons comme jeu, l'organisation autour, on se dit que, je me dis que le problème n'est pas dans le nom. Les problèmes sont ailleurs. Parce qu'il va falloir à un moment donné justifier. À moins qu'on aille dans des considérations métaphysiques, je ne sais pas, ou d'autres considérations abstraites qu'on ne peut pas percevoir, mais il sera difficile de me convaincre, moi, de ce que le nom écureuil a été véritablement un problème dans les différents échecs, il faut le dire comme ça, dans les différents échecs que nous avons commis. L'écureuil se fatigue vite, dit-on, et raison pour laquelle les notes à un moment donné ne jouent pas correctement la seconde partie du match. Ce sont des questions d'interprétation et quand on va s'y mettre, ça ira dans tous les sens. Vous savez, Stanislas, vous n'êtes pas responsable de votre nom. Votre nom ne va pas déterminer ce que vous serez. C'est votre détermination vous-même. Sinon, en tant que personne, on va se dire peut-être qu'il y a des noms qui sont voués à l'échec et d'autres
sont comment dire, prédisposés à la réussite. Chacun devient ce que fondamentalement il se bat pour. Et donc je suggère que, c'est vrai, on peut changer de nom, mais il faut continuer, d'accord, à agir sur des leviers beaucoup plus concrets, pour espérer voir changer notre niveau de jeu au plan africain et au plan mondial. Mais est-ce que le nom, quelque part, je reste peut-être avec vous, n'est pas détonateur quand on entend les pharaons d'Égypte, quand on entend les léopards du Zaïre, les lions indomptables du Cameroun? Est-ce que quelque part, bon, au-delà du travail qui doit être fait sur le terrain, le nom n'est pas détonateur? Est-ce que ça n'arrange pas plus? Peut-être d'écureuil dans l'appellation, on semble que c'est peut-être faible. Il faut quand même un nom rageur, peut-être. Si on commence par vous décrire un peu pourquoi on avait choisi le nom écureuil et toutes les vertus, d'accord, derrière l'animal écureuil, vous changeriez certainement d'avis. Bon, est-ce qu'on dira, par exemple, je prends un exemple, hein, tout près à côté de nous ici, les éperviers. Les éperviers. On aura l'impression que épervier, comparativement à écureuil, c'est plus rageur. Mais observez un peu le niveau de jeu des éperviers depuis pratiquement 5 ans, 6 ans. Ils ne s'en sortent pas. Il faut même dire que le Bénin s'en sort même mieux. Donc, tout n'est pas dans le nom. Pour moi, tout n'est pas dans le nom. Tout est dans l'organisation. Les pays qui y parviennent, ils font un travail de fond. Ils font un travail de fond. Et quand vous le faites bien, les résultats perdent toujours. C'est comme vous le voyez dans les grands clubs. Est-ce que c'est les noms Atlético, Real, Barça? Non. Vous allez voir des gens, des fois, on sombre complètement et on travaille pour se relever. Je ne vois pas un club, par exemple, en train de changer son nom parce qu'il connaît des échecs. Non, pour moi, en vérité, peut-être, je dis, de considération métaphysique, ou bien comme vous le dites, pour haranguer la foule. Bon, trouvons d'autres thèmes autour des écureuils vous savez, le jour où les écureuils vont bien jouer, d'accord, comment dire, sur un long moment, vous allez trouver des expressions. On va commencer par dire que les écureuils... On a dit dans ce pays que les écureuils ont mangé le lion, non? Mais, donc, on trouvera forcément des thèmes pour haranguer. Hein? Donc, nous sommes mangeurs de lions. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème au niveau de nos écureuils. D'accord. Dr Claude Azalo-Tingbe, on sait déjà que ce n'est pas une première. Par le passé, des tentatives avaient été quand même faites pour changer le nom, l'appellation écureuil du Bénin. Dans l'opinion, ça avait circulé peut-être des noms à vocation endogène aussi, peut-être qui reflètent notre réalité endogène. D'aucuns ont aussi parlé des magouillas percuteurs. En tout cas, beaucoup ont proposé les guépards, voilà, proposer des choses. Voilà, pour essayer, mais on sait que là, maintenant, nous sommes quand même dans une phase beaucoup plus active, puisque le comité exécutif de la Fédération béninoise de football se penche sérieusement sur la question. Et bon, quand on voit le nom de l'animal retenu également, bon, on sait que aucun autre ne lui résiste, il est fort, et selon la description qui nous est faite, est-ce que cela peut changer quelque chose au niveau de notre football, fondamentalement? Merci beaucoup. D'abord, je respecte l'avis de mon collègue Julio Tometi, mais les socio-anthropologues ne sont pas d'accord avec lui. Ah, d'accord. Le nom... Faites-nous une analyse socio-anthropologique alors de ce nom. Oui, il est clair, comme il a dit. Il est clair, comme il a dit, que nécessairement, c'est le travail et l'organisation qui font propulser en fait les équipes dans le football à un niveau très élevé. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. Le nom est forcément important. C'est un plus qui s'ajoute en réalité. C'est que quand vous avez fait tout le travail qu'il faut, quand Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, venait à Man City, qu'est-ce qu'il disait? L'équipe est bonne, le travail est bon, les gars sont bons, mais il manque une chose. Je dois travailler leur psychologie. Sans ça, ils ne gagneront pas la Ligue des Champions. Et quand Pep Guardiola est venu, vous avez vu quelle progression au pluriel l'équipe a eue. Et donc, c'est vrai que pour le moment, ils n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions avec lui. Oui, ils n'ont pas encore gagné, mais ils ont tellement remporté de championnat anglais, de coupe, que quand on compare l'arrivée de Pep Guardiola avec son absence,
il y a quand même eu de l'évolution. Ouais. Le monsieur a insisté sur la psychologie. Et les noms, en réalité, agissent directement d'abord sur la psychologie. Les noms locaux, que ce soit, en plus, les noms locaux, je vais dire, les noms locaux, que ce soit Fon, Adja, etc., agissent plus. Quand vous allez en Espagne, quand on parle du Real Madrid, on dit les merengues. Ouais. Chacun se retrouve en réalité, surtout les plus espagnols se retrouvent merengues. De l'autre côté, on parle des Catalans. Ouais. Et donc, tout ça donne une certaine énergie. Et c'est cette énergie qui, à des moments donnés où, vous savez, toujours dans le football, il y a un moment où, techniquement, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Parce que la pression des matchs, psychologiquement, les efforts physiques et tout, dès que vous êtes fatigué à ces moments donnés, c'est le nom, en réalité, qui vous permet de vous donner une énergie supplémentaire pour vous sublimer. Donc, le nom, il est très important. Le Il est ratel, très comme important. ce qu'on entend, est-ce que ça a une vocation, est-ce que ça a vocation à nous sublimer, à demander aux écureuils, en tout cas aux footballeurs, de donner le meilleur d'eux-mêmes, vu sur le plan socio-anthropologique? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un nom commun qui n'est pas connu de l'opinion publique. J'en suis sûr, qui n'est pas connu de l'opinion publique. C'est maintenant, si le Bénin l'officialise, c'est maintenant que les citoyens béninois et africains et même occidentaux, etc., vont beaucoup plus chercher sur cet animal qui est un omnivore, qui dévore aussi bien les carnivores comme Angriff, notre ancien écureuil mangeur de lions, que les autres carnivores et herbivores. Oui, c'est un nom qui aura un effet positif. Et je pense que ceux qui ont mis cette proposition sur la table ont été vraiment bien inspirés. En plus, ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas un nom aussi commun que les autres. Et je pense que chaque fois qu'on va appeler en réalité nos joueurs, les ratels du Bénin, oui, s'ils sont investis, si on leur explique en réalité l'essence même, la nature intrinsèque de ce mot, ça va commencer réellement par susciter une certaine énergie. Et c'est ça qui fait en fait les grandes équipes. J'ai donné l'exemple du Real, je vais donner l'exemple du Bayern, on dit les Bavarois. Ouais. Et chacun se sent, même quand vous n'êtes pas allemand, vous rentrez dans ce club, on vous raconte l'histoire des Bavarois, c'est-à-dire on vous investit. C'est comme si vous avez ce sang et c'est chaque fois ça qui vous permet en réalité de vous sublimer dans les moments les plus difficiles. D'accord. Théodule? Non, mais en fait, moi, j'ai eu le même pressentiment. Je me suis posé cette question. Est-ce qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de changer le nom? C'est vrai que quand on observe notre équipe nationale évoluer, ils jouent un peu comme les écureuils. Que les 45 premières minutes, ils tiennent bon. Seconde partie, c'est les 10 premières minutes de la seconde partie qu'ils tiennent. Le reste, c'est des jeux de hasard. Et chaque joueur fait son jeu individuel. Et c'est là le problème. Et c'est le problème de l'écureuil qui, après avoir bien mangé, rongé, va se reposer au sommet, tranquille. Je dis, oui, c'est ça. C'est vrai qu'au temps de président, quand Gagné Sogoul était ministre de la Jeunesse, on avait voulu tenter changer le nom. Les Panthères, duquel je ne me souviens plus. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dit, excusez, il s'agit, vous l'avez évoqué, docteur Claude Azalou l'a évoqué, Julio l'a évoqué également, c'est une question de fond d'organisation du jeu. Et quels sont les joueurs que nous avons? Quelle est leur expérience? Quel est leur carnet d'adresse? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et quelle est l'organisation qu'on met en place? Quelle est la qualité de l'entraîneur que nous avons? Parce que l'entraîneur doit être quelqu'un qui connaît le jeu africain, qui connaît en tout cas le football dans son ensemble, qu'il soit africain ou d'ailleurs, et maîtrise, qui connaît ces éléments. La psychologie, c'est vrai que le nom joue. Quand nous allons rentrer dans des explications métaphysiques, le nom joue, ça a une influence, forcément, c'est ça que Dr Claude Azalou l'a dit. Mais aujourd'hui, quand la fédération nous parle de ratel, mais ratel, excusez-moi, autant dire les vaudous du Bénin. Mais c'est un omnivore, autant dire les vaudous du Bénin, ça fait une spécificité. Je vais y arriver, je vais le dire. Spécificité béninoise. Parce qu'on dit les vaudous du Bénin. Ça va diviser. Non, mais quand on dit les vaudous du Bénin, du nord au sud, au nord, il y a le vaudou.
Peut-être les nordistes ne l'ont pas appelé vaudou, mais ceux du nord ne l'ont pas appelé vaudou. Mais c'est une proposition. Mais nous parler des Ratel, avant de valider ce nom, quelle recherche a-t-on fait? C'est vrai que le nom n'est pas encore validé, ce sont des propositions, et puis c'est Ratel qui circule déjà sur les lèvres, mais quelle est l'analyse qu'on a eu à faire? Quelle est la consultation qu'on a eu à faire est-ce que ce nom rime avec nos réalités, avec l'équipe, le jaune que nous portons, le blanc que nous portons? Ce sont des aspects qu'il faut forcément évaluer, ne pas aller nous chercher un nom bizarre, les Ratel du Bénin. Moi, ça me gêne un petit peu. Les Ratel du Bénin, on n'en a pas, c'est pas du nom qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin des joueurs, nous en avons qui jouent dans des championnats qui sont un peu partout. Allons les chercher pour étoffer l'équipe et préparer la relève. Nous avons des entraîneurs. Moi, je prends aujourd'hui, je suis un peu gêné quand on veut forcément avoir un entraîneur expatrié. Mais nous en avons chez nous que l'État peut envoyer à des formations en Allemagne, en France, un peu partout. Nous avons Edmé Kodjo, qui est là, et qui Omar Tchomogo, voilà ce que ce joueur a fait pour le Bénin. Le Moussa Latoundi, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On devrait les accompagner, leur donner la possibilité de faire de grandes formations, de haut niveau d'entraîneurs, et de revenir soutenir l'équipe. Ce sont des problèmes que nous avons, ce sont des points sur lesquels nous devons travailler, plutôt que de nous accrocher au nom. Les écureuils, pour le moment, les écureuils, c'est vrai, c'est un flemmard, qu'on m'en excuse, l'écureuil. Non, vous n'êtes pas un flemmard. Mais vous oubliez, en fait, les vertus, c'est d'une très grande rapidité. Très grande rapidité. Mais dans le jeu, mais c'est ce que je disais tantôt, 45 premières minutes. Les 45 premières minutes. On voit la rapidité chez certains joueurs quand même. Oui, chez certains joueurs et qui ont de l'expérience. En réalité, on peut dire en un mot, c'est pas là le problème. Mais si on veut véritablement changer, allons chercher quelque chose de vraiment de bien et mesurons, analysons, consultons, faisons tout ce qui est de ce domaine pour voir si ce nom est véritablement compatible à nos réalités. N'oubliez pas, nous sommes des Dahoméens. Tout à fait. Et c'est en cela que je rejoins tous les métavisiens. Le sociologue du développement ne me dira pas le contraire de ce que je dis. Il faut qu'on fouille et qu'on ait vraiment un nom qui doit incarner, qui doit refléter, impacter notre équipe nationale au-delà de la technique. De la technique, tout à fait. C'est vrai que vous l'évoquiez tantôt en filigrane. Ils ont parlé également de la succession de Michel Dussuyer, le sélectionneur. C'est vrai que des noms circulent. Mais quand on prend le paradigme tracé par Théodule Moussa, est-ce qu'il n'est pas temps de faire confiance aux sélectionneurs locaux? On sait que la dernière Coupe d'Afrique des Nations a été remportée par le Sénégal avec un sélectionneur local qui est en place depuis 2015, qui a essuyé lui aussi des critiques, mais qui finalement a donné cette première coupe à son pays. Est-ce qu'il ne faut pas faire confiance au nôtres et travailler sur la durée, être davantage patient pour avoir de bons résultats? D'accord, merci beaucoup. Votre intervention m'a rappelé le fait que le sélectionneur du Portugal qui a gagné en 2016 est un Portugais. Ouais. Le sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Löw, qui a gagné la Coupe du Monde, est un Allemand. Le sélectionneur de la France qui a gagné la Coupe du Monde est un Français. Ainsi de suite. Le sélectionneur de l'Italie, vainqueur récemment de la Coupe d'Europe des Nations, est un Italien. Quand il s'agit des pays, quand on prend son citoyen, il est beaucoup plus engagé. Je ne dis pas que les autres ne sont pas engagés. Le sont pas. En fait, quand on prend les clubs, on peut facilement prendre des étrangers expérimentés. Parce que dans chaque club, on joue chaque semaine. Sur une période de 6 mois, vous pouvez déjà évaluer l'entraîneur. Parce qu'il aurait déjà joué plusieurs matchs. Mais ce n'est pas la même chose au niveau des équipes nationales. Au niveau des équipes nationales, l'entraîneur peut débarquer, faire 6 mois ou 8 mois avant de jouer son premier match. Vous ne pouvez pas l'enlever sur de petits résultats. Donc, il y a un plus grand avantage, selon moi, quand on fait plus confiance en réalité aux coachs qui sont de son pays pour faire le travail. Mais avant de parler du choix du sélectionneur, il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que le Bénin puisse décider du système de jeu à appliquer. C'est compte tenu de ce système de jeu, de ce dispositif, qu'on va choisir l'entraîneur adéquat. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut jouer un système à la Mourinho, c'est-à-dire bloc bas, bloc haut,
ou bien on veut jouer un football total comme l'Ajax Amsterdam ou bien comme les Pays-Bas, ou bien on veut jouer un football tiki-taka comme les Espagnols. C'est en cela qu'on va pouvoir développer la politique pour choisir les joueurs qu'il faut pour ce dispositif, pour choisir les entraîneurs qu'il faut pour ce dispositif. Si Mais on ne fait ça pas peut ce être ni travail, l'un ni l'autre, non? ça peut. Être ni l'un ni l'autre. On Non. on se cherche au fil des matchs. Voilà. Tant qu'on ne va pas faire ce travail, on sera en train de changer de sélectionneur chaque fois. Vous prenez l'Espagne, c'est du tiki-taka, pur et simple. Le système du pays est construit sur ça. Comme ça, ouais. Il peut y avoir des améliorations. L'Italie, même chose. Et c'est l'amélioration de l'Italie Le fond qui y lui a est. permis. Voilà. Donc, c'est le fond. On doit s'entendre. Il faut que les dirigeants de la classe élitiste footballistique puissent réellement s'associer pour s'entendre. OK, le Bénin, on choisit de faire tel dispositif. Et par rapport à ça, on choisit tel sélectionneur qui a déjà peut-être des compétences sur ce dispositif et le sélectionneur va devoir choisir, sélectionner les joueurs Les qui joueurs s'adaptent en ce réalité. dispositif. Parce qu'aujourd'hui, on a de bons footballeurs, mais qui ne rentrent pas en fait dans les dispositifs de nos entraîneurs. Et c'est comme si c'est du gaspillage. Des fois, le Bénin joue, on voit des joueurs sur le banc de touche, on se demande, mais ils font quoi sur le banc de touche? Mais quand tu vois le dispositif mis par l'entraîneur, tu vois que c'est normal que l'entraîneur ne puisse pas l'utiliser. Donc, je pense que c'est d'abord le travail qu'il faut faire. Ouais. Julien, rapidement sur la question. On sait quand même que Michel Dussuet, qu'on le veuille ou pas, c'est le seul entraîneur ces dernières années qui a pu quand même hisser notre sélection nationale à un plus haut niveau, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment nous étions en quart de finale en 2019. Il a fait un travail, même si pour ces dernières échéances, le Bénin n'a pas pu se qualifier pour la CAN qui vient de s'achever, ni pour le mondial. Est-ce que tout a été mauvais? On va peut-être pas faire son bilan, mais est-ce que tout a été mauvais? Et si on doit procéder au choix d'un sélectionneur, pensez-vous qu'une compétence locale pourrait faire l'affaire? D'abord, par rapport à Michel Dussuet, beaucoup l'avaient dit quand il était revenu. Vous savez, quand un coach revient comme ça, il se trouve être dans une sorte de conformisme. Il y avait plus tellement de défis, de challenges, ou bien de nouveaux à découvrir. Je pense que ça a beaucoup joué. Sans être spécialiste des questions footballistiques comme M. Tingui Azalou, c'est ce que je peux dire. Maintenant, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de faire appel à des compétences nationales? Est-ce que nous en avons actuellement qui peut vraiment rivaliser sur le plan international? Parce qu'en fait, un coaching aussi, en fait, on peut pas se murer en fait au Bénin pour dire qu'on veut faire, puisque c'est toujours au regard du développement du football au niveau international. Est-ce que nous avons aujourd'hui la matière? Oui, c'est quelque chose, il faut y penser. Et pour y penser, il faut commencer vers la base pour commencer par développer en fait cette envie de nos anciens joueurs, de ces personnes-là qui s'investissent quotidiennement dans le coaching footballistique. Donc, il reste donc à espérer que ceux-là vont se bonifier davantage. Parce que, excusez-moi, quand on me parle de Tchomogo, je ne l'ai pas encore vu dans un grand challenge. Pour moi, excusez-moi, à l'heure actuelle, il n'a pas la carrure pour véritablement rivaliser au plan international. De fini de dire ça, je vais revenir sur notre élément de départ. Il ne faut pas prendre un nom, d'accord? Vous voulez, on veut haranguer pour faire tout là. Où les gens seront amenés d'abord à se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour aller chercher d'abord, ça n'arrange pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous parlez des lions, de vautours, de ci, ça vous renvoie en même temps une image. Mais quand on vous donne un nom, que vous dites, ça veut dire quoi? J'irai chercher d'abord. C'est peut-être un de plus pour la connaissance. Non, ça ne peut pas. Il faut prendre les éléments avec lesquels nous étions habitués, qu'on nous a appris dans les livres, même depuis le primaire, et dont on connaît la particularité de chacun. Aujourd'hui, on ira chercher un nom où il faut que je demande ça veut dire quoi, ainsi de suite. Et vous voulez que ça arrange? Franchement, je ne pense pas. D'accord, merci beaucoup. On est pris par le temps, merci beaucoup. Théodule Houssa, journaliste à ETélé.
On va espérer, on verra bien d'ici les prochaines heures si ce nom, Ratel, nouvelle dénomination de la sélection nationale, justement, sera retenu et on reviendra pour faire le débat. Docteur Claude Azaloutigbe, merci beaucoup d'être passé. Julio Tometi, merci beaucoup.